Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. L'actuelle façon de vivre s'est d'abord mise en place dans la société américaine, puis à partir de la Deuxième Guerre mondiale, s'est étendue à toute la planète, portée qu'elle était par les progrès technologiques et l'impérialisme des États-Unis. Au cours de ma participation au mouvement de mai 68 et au débat du PSU, j'ai eu l'intuition que tout ce grand remue-ménage historique était dû à l'irruption dans le champ politique d'une nouvelle classe dominante, la classe compétente. Dès 1975, les grandes lignes de cette classe ont été, avec des camarades du PSU, définies dans des textes d'orientation de ce parti. J'ai ensuite précisé ces analyses à travers 2 livres. Les socialismes, l'histoire sans fin, écrit en 1980 au moment de mon départ du PSU et publié en 1992 par Spartacus. Mai 68 dans l'histoire, publié en 2010 par l'Harmattan. Les ingrédients du potage introduits par ceux qui le créent, passés ensuite à la moulinette de l'histoire et de l'évolution des forces productives, deviennent une soupe qui a un autre goût et qui nous est servie par ceux à qui son fumet est le plus agréable. Les ingrédients initiaux sont nos repères sociaux et politiques. Il est bon de les rappeler, car ils nous ont ouvert le chemin et ils restent sous-jacents aux repères historiques qui jalonnent tout ajout ou suppression qu'apportent les générations suivantes. Mais quel est le moment où le potage a été mis sur le feu ? C'est le moment où apparaît un nouveau modèle social, dont la puissance réussit à imposer le dépassement du modèle ancien. En général, il est suivi de violents remous politiques car les bénéficiaires de l'ancien résistent. En France, il n'y a guère de doute. La Révolution de 89 est le remous révélateur de la substitution de la souveraineté du peuple à celle du roi, dont le XVIIIe siècle et plus particulièrement du contrat social de Rousseau étaient les initiateurs. En 1968, l'ère du temps de la gauche était alors imprégnée de la pensée des œuvres de Marx et Engels. Je ne les avais pas lues. Aussi ai-je été incité à m'y plonger pour mieux défendre l'hypothèse de l'apparition d'une nouvelle classe dominante et donc d'un nouveau mode de production. Les 2 ouvrages cités ci-dessus accompagnent, pour ainsi dire, l'avancement de ce nouveau mode de production dans la société française et approfondissent la perception que j'en avais après lecture des maîtres du marxisme. Chacun des 2 textes reprend l'hypothèse principale de la montée de la classe compétente, en la situant dans une vision historique de la division sociale du travail depuis le milieu du XIXe siècle, époque où Marx et Engels formulaient le matérialisme historique dans l'idéologie allemande et le prolongeaient politiquement dans le manifeste du Parti communiste. Situés à 30 années de distance, mes 2 livres s'inscrivent dans des perspectives différentes. Le premier, ignorant les conséquences à long terme de mai 68, s'intéresse au projet des forces sociales pour y discerner combien leur adhésion au socialisme teinte ce dernier des intérêts de classe particulière. La classe compétente pour le socialisme autogestionnaire, le parti pour le socialisme étatique. Le second livre reprend les questions politiques à partir de leur corrélation avec les changements de la division sociale depuis la Révolution française et précise ceux en marche dans la deuxième partie du XXe siècle. Extinction de la bourgeoisie nationale, effondrement du Parti communiste et victoire de la classe compétente. Sans entrer dans les détails, je tiens à préciser le socle de ma démarche. Je fais mien le matérialisme historique et je le complète parfois par l'analyse de J.K. Galbraith qui, dans son ouvrage La science économique et l'intérêt général, 1974, expose le fossé qui sépare les sociétés modernes en 2 systèmes, le système planificateur et le système de marché. Aux mains de grandes sociétés anonymes, le système planificateur planifie l'économie à leur profit, grâce à sa connivence avec la haute administration et grâce aux contrats passés avec le système de marché. Ce dernier, aux mains de petits entrepreneurs soumis à une concurrence féroce, assure les productions et les services non automatisés. Je voudrais ajouter que tout au long de ma réflexion, j'essaie de donner aux mots un sens précis, ce qui m'impose parfois des mots nouveaux pour des concepts nouveaux. Une des grandes caractéristiques des actuels discours politiciens est bien l'emploi à tort et à travers d'un vocabulaire éculé, en particulier celui issu du marxisme, mais pas seulement. On discute à longueur d'antenne de la démocratie, de la gauche, de la droite, sans que l'orateur évoque la définition qu'il leur donne. Tout ce flou généralisé est pour moi lié à la classe compétente qui, par ses notions sans contour bien définies,
évite toute approche approfondie de la réalité sociale qui risquerait de dévoiler son existence, ses intérêts et son emprise idéologique. Depuis 2011, j'ai ouvert un blog dans lequel je donne mon appréciation sur des sujets d'actualité, un peu comme application de ma vision générale du nouveau mode de production. En même temps, ces articles prennent en compte les légères évolutions de ma pensée par rapport à mes propres hypothèses telles qu'elles sont exposées dans mes 2 livres. Pour évaluer les ombres et les lumières des principaux concepts que j'utilise, je m'appuierai sur ceux mis en avant dans l'idéologie allemande de Marx et Engels et dans du contrat social de J.J. Rousseau, car ces ouvrages ont la particularité de partir de postulats très simples pour en déduire les conséquences principales qui constituent autant de repères. Marx et Engels postulent que les hommes doivent être à même de vivre pour pouvoir faire l'histoire. Et Rousseau postule que toute société est soudée par un contrat social. Cet emprunt à ces auteurs sera souligné par une sorte d'inventaire des citations dont j'ai parsemé mes 2 œuvres précédentes. Ne pas donner toutes ces citations irait à l'encontre d'un véritable débat, tomberait dans le défaut que je reproche aux politiciens actuels, et conduirait à ne pas me faire comprendre. Mais d'abord, qu'est-ce que comprendre ? Comprendre. Qu'en disait l'encyclopédie ? Comprendre Werkt. Terme de philosophie, c'est apercevoir la liaison des idées dans un jugement ou la liaison des propositions dans un raisonnement. Ainsi cet acte de l'entendement doit précéder l'affirmation ou la négation. Ce que l'on comprend peut être vrai ou faux, s'il est vrai, on en convient, s'il est faux, on le nie. Quand on dit qu'on cherche à comprendre une chose, on signifie qu'on cherche à la lier à des idées ou des propositions déjà connues et estimées valables. Par exemple, la définition d'un concept paraît recevable lorsque cette définition le rattache à un ensemble plus général dont on admettait déjà la validité. Ce processus est le fondement des sciences dures qui se développent par la recherche d'une théorie, on préfère dire aujourd'hui d'un modèle qui englobe le phénomène étudié. Lorsque Newton énonce la loi de l'attraction universelle, il comprend la chute d'une pomme aussi bien que le mouvement de la Terre autour du Soleil. De même, quand Galilée déclare « Et pourtant elle tourne », il affirme que l'hypothèse des rotations de notre planète sur elle-même et autour du Soleil rend compte correctement des mouvements apparents des étoiles et des planètes, que tout un chacun peut constater. On retrouve là le sens étymologique du verbe comprendre, prendre avec comprehendere. Il ne s'agit pas de prendre avec des pincettes, mais bien de prendre une idée, une affirmation, un jugement, avec ce que contient notre esprit sur le sujet considéré et de constater que cet élément extérieur peut s'y intégrer. Il faut donc posséder déjà des connaissances sur l'objet d'une expérience, d'une conversation, d'un cours ou d'un livre. Il est difficile de comprendre sans avoir appris, et d'apprendre sans avoir compris. Les sciences de la nature ont l'énorme avantage de pouvoir renouveler les faits en cause, et ainsi confirmer ou infirmer la façon de les comprendre. Dans les prétendues sciences sociales, en histoire, en politique, c'est impossible. Les individus qui composent une société, les relations qu'ils nouent, l'environnement naturel qui les entoure, rien n'est suffisamment stable pour affirmer qu'on se retrouve dans les mêmes conditions initiales. Cette difficulté n'implique pas de se refuser à toute conception générale, à la recherche de relations. Montesquieu, par exemple, a donné à son ouvrage majeur le titre « L'esprit des lois ou du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les mœurs, les climats, la religion, la connaissance, etc. » Il ne prétend pas donner à son étude la force de vérité scientifique, il ouvre simplement des pistes pour mieux comprendre certains aspects des lois. Telle doit être la prétention et l'humilité de qui veut apporter une pierre à la construction d'un modèle politique ou historique. En conclusion, comprendre en politique ou en histoire, c'est posséder un modèle social dans lequel les événements s'inscrivent sans contradiction. Sans modèle, pas de compréhension. Alors que dire de ceux qui donnent des explications à partir d'un modèle erroné ou dépassé ? C'est bien la caractéristique principale de notre époque de rejeter les concepts plus ou moins acquis, et de leur préférer une abondance d'informations sans aucun fil conducteur, sans aucun repère. Depuis 50 ans, les événements de mai 68 ont été de fait occultés et réduits à une simple libéralisation des rapports sexuels. Ce rétrécissement de l'analyse a été un auxiliaire important pour l'implantation du nouveau mode de production,
et pour le cortège des nouvelles inégalités qui s'y rattachent. En effet, alors que la société s'organisait autour des divisions sociales réelles engendrées par des forces productives en évolution, les rapports sociaux étaient toujours rattachés aux forces productives du XIXe siècle. Il en a résulté une vision politicienne erronée sur les véritables intérêts représentés par les partis. L'exemple le plus flagrant est celui du PS qui apparaît en 1970 à la suite de la mort de la SFIO. Il est comme cette dernière rattachée au socialisme et considéré comme un parti de gauche, alors que peu à peu il sera investi par ce qu'on appelait la deuxième gauche, héritière de mai 68, représentante des bureaucraties des sociétés anonymes, qui fera du PS une force de droite, si on tient à borner la classification des partis à une dualité aussi imprécise que celle de droite-gauche. Pendant le dernier demi-siècle, toute la vie politicienne a ainsi été analysée et organisée autour de caractéristiques fausses. Le remous de mai 68 par son dynamisme destructeur et son ampleur, m'a paru être un des moments de l'histoire où était en train de changer le modèle social. Ces ingrédients initiaux n'ont pas été exposés par un Rousseau, d'autant qu'ils ont été mis sur le feu aux États-Unis, et que nous est parvenue plus tardivement une forme déjà un peu évoluée. Je considère que l'analyse de J.K. Galbraith n'est pas loin de nous donner ce que sont ces ingrédients initiaux dans le domaine économique. Comment mieux exposer les ingrédients fondamentaux, c'est-à-dire nos repères, que de citer en détail les œuvres dans lesquelles ils ont été développés. Les repères sociaux. On aborde là les ingrédients fondamentaux qui ont été exposés par Marx et Engels dans l'idéologie allemande en ce qui concerne le domaine social. En France, ils marqueront les événements pendant un siècle, mais n'aboutiront pas à instaurer le modèle exposé dans le manifeste du Parti communiste. Avant toute explication, analyse ou hypothèse, il est essentiel de bien cerner l'objet dont on cherche la compréhension. En l'occurrence, il s'agit ici de s'intéresser à la politique française présente et passée. Par politique, il faut entendre l'art de gérer la cité, qui dans les pays modernes est devenu celui de gérer la nation. Comme dans tous les arts, il ne faut pas s'attendre à trouver des règles aussi intangibles que les lois mathématiques ou physiques. Nous sommes dans un domaine où si on peut mener une réflexion relativement logique, on ne peut l'appliquer que sur le passé. Nul ne peut prévoir l'avenir. La réflexion sur les formes de la vie sociale, et par conséquent leur analyse scientifique, suit une route complètement opposée au mouvement réel. Elle commence après coup, avec des données déjà tout établies, avec les résultats du développement. Dans ces conditions, il vaut mieux se garder de toute prétention futuriste et se borner à expliquer nos démarches en mettant l'accent sur les repères qui jalonnent la route de notre connaissance. Même si on ne peut tirer de leçons de l'histoire, on ne s'interdit pas de mettre à l'épreuve les analyses et les concepts préconisés en les confrontant aux événements passés. L'essence de l'homme. Comme on va s'intéresser aux hommes et à leur société, avant d'aller plus loin, on pose le problème philosophique de l'espèce humaine. Dans mes deux ouvrages, je n'étais pas remonté jusque-là dans l'adoption du modèle. Ce n'est que récemment que je me suis aperçu que l'idéologie allemande de Marx et Engels résultait de la prémisse suivante exposée par Marx dans Thèse sur Feuerbach. Mais l'essence humaine n'est pas une abstraction inhérente à l'individu singulier. Dans sa réalité, c'est l'ensemble des rapports sociaux. Cette importante présupposition, suivant un mot souvent employé par Marx, amène à commencer l'étude de la politique ou de l'histoire par l'analyse des rapports sociaux. Aristote n'était pas loin d'avoir emprunté la même voie. Il est manifeste à partir de cela, que la cité fait partie des choses naturelles, et que l'homme est par nature un animal politique, et que celui qui est hors cité, naturellement bien sûr et non par le hasard plus petit que des circonstances plus grands qu'eux, est soit un être dégradé soit un être surhumain. Il arrive à cette affirmation en remarquant que les petites communautés naturelles, les familles, s'agglutinent pour former des villages, et que la communauté achevée formée de plusieurs villages est une cité dès lors qu'elle a atteint le niveau d'autarcie pour ainsi dire complète. S'étant donc constituée pour permettre de vivre, elle permet une fois qu'elle existe de mener une vie heureuse. Voilà pourquoi toute cité est naturelle puisque les communautés premières plus petites qu'eux dont elle procède plus grand qu'eux le sont aussi.
Le philosophe grec dans sa réflexion examine ensuite les rôles sociaux des individus, hommes, esclaves, femmes, enfants, dans la cité pour justifier leur position sociale comme naturelle. Il se penche aussi sur leurs activités, l'agriculture, l'art d'acquérir, etc., en rapport avec le bien de leur cité. Aristote se réfère comme modèle premier à la nature. Dans cette référence, il va très loin puisqu'il pose que seuls ceux qui vivent dans une cité peuvent être qualifiés d'hommes. Comme il n'y a plus aujourd'hui de société de ce type, il n'y aurait plus un seul homme, comme le pensait déjà Diogène. On ne peut aller jusque-là, et on pardonnera au grand philosophe grec son attachement à son temps et à sa patrie. Il n'avait pas prévu un avenir où l'humanité comprendrait autant de formes de communautés politiques. Aujourd'hui il dirait, l'homme est par nature un animal social, ou comme Gigi. Rousseau. Et nous ne commençons à devenir hommes qu'après avoir été citoyens. Caractères innés, caractères acquis. Tout individu est porteur du patrimoine génétique reçu de ses ancêtres. Comme le dit si bien Montaigne, chaque homme porte en soi la forme entière de l'humaine condition. Il y a d'évidents caractères innés communs à toute l'espèce, mais on sait aussi que de petites variations dans l'ADN font que tous les individus sont particuliers. Cette particularité ne va pas à l'encontre de l'ensemble des caractères communs, au point d'envisager que certains individus ne seraient plus des humains. Pour Aristote, ce qui fait l'homme c'est sa sociabilité qu'il exprime dans la cité. Ce caractère est naturel, c'est-à-dire inné. Cette nécessité sociale est renforcée par un autre caractère naturel. À sa naissance, l'enfant est incapable de se suffire à lui-même. L'homme est pour ainsi dire un prématuré dont la formation se poursuit dans le monde extérieur pendant plusieurs années. Au cours de cette longue maturation, il est indispensable au bébé et au petit enfant d'être entouré par des adultes, par une communauté. L'espèce homme n'aurait pu subsister, si elle n'avait été une espèce sociale, vu les conditions dans lesquelles s'est déroulée la préhistoire. Danger des grands animaux prédateurs, disparition souvent précoce de la mère, du père, des frères ou d'autres éléments de la famille proche, cataclysme, maladie. Les premiers caractères acquis le sont dans la famille, mais cette dernière reflète aussi les caractères des communautés qui l'entourent. Dans les sociétés modernes, le bébé et le petit enfant sont plongés dans un environnement varié qui les soumet à toutes sortes de perceptions, de sollicitations les poussant à s'intégrer dans ce milieu qui les entoure. Tous ces caractères acquis dans la prime enfance sont d'une force presque aussi prégnante que celle des caractères innés. Par exemple, le langage évolué, sans doute le principal facteur d'intégration, de cohésion sociale, est un caractère inné de l'espèce qui possède des organes et un cerveau adaptés à cette fonction. En revanche, parler sa langue maternelle est un caractère acquis qui a une emprise telle que les individus ne l'oublient pas et restent attachés toute leur vie à la forme d'esprit qu'elle leur a léguée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.